Moins d'une semaine après la fusillade à la Duchère, le quartier a de nouveau connu une soirée agitée hier. Des affrontements avec les forces de l'ordre ont éclaté depuis plusieurs mois maintenant. Ces faits sont de plus en plus fréquents dans le 9e arrondissement. Écoutez la réaction de Christophe Pradier, délégué départemental UNSA Police, au micro de Laurent Canonico. C'est extrêmement inquiétant. Les habitants, évidemment, sont inquiets, mais nos collègues aussi sur intervention, puisque on n'a pas beaucoup plus d'effectifs que ça par rapport à ce qui était prévu. Le peu qu'il y a fait de son mieux, mais on est surtout très très vigilant par rapport à l'usage de ces armes de guerre à l'encontre des habitants, mais également pourquoi pas à l'encontre aussi des véhicules de police qui patrouillent régulièrement dans ce secteur-là. Il va falloir qu'on fasse un maximum pour avoir des caméras sur place, des caméras qui dissuadent et des caméras, si elles ne dissuadent pas, qui au moins permettent aux services d'investigation de pouvoir déterminer quels sont les faits et quelles sont les personnes susceptibles d'avoir commis ces faits. Dans ce contexte, pour tenter d'apaiser les relations entre les jeunes des quartiers et les forces de l'ordre, des policiers bénévoles organisent régulièrement des journées pour échanger avec les jeunes en leur proposant notamment des activités. C'était le cas cet après-midi au Tonkin sur place pour BFM Lyon. Maïva Komsi. Plusieurs ateliers sont proposés ici, de l'escalade, du foot ou encore de la boxe, mais aussi des stands plus étonnants. Par exemple, un exercice de tir au laser. Les jeunes prennent l'arme en main et visent une cible sous le regard des policiers qui encadrent l'atelier. Un autre stand aussi juste à côté qui peut être assez déroutant. Les jeunes se font menotter et apprennent eux-mêmes à mettre les menottes aux policiers. Écoutez Naomi, 16 ans, elle s'est prêtée au jeu. Nickel. C'est bon? Ça me permet de savoir comment ça se passe quand on menotte quelqu'un, est-ce que ça fait mal ou pas. Au niveau de l'atelier gestes techniques professionnels d'intervention, tout ce qui est menottage et palpation, donc on leur explique aussi le cadre légal pour un contrôle d'identité. On leur explique que la palpation elle est obligatoire et c'est pas une mesure de sécurité pour nous-mêmes ou pour autrui. Ça peut créer déjà des liens entre les policiers et les jeunes de quartier ou la population. Et ça permet aussi de casser un petit peu tous les stéréotypes et les clichés qu'on a envers la police. Du coup, je pense que c'est très important d'effectuer ces actions-là dans les quartiers. Vous l'aurez compris, le but c'est vraiment de créer un moment de partage privilégié avec les habitants du quartier. D'autant qu'ici on est juste à côté d'un point de deal. Et tout à l'heure on a même vu quelques jeunes qui participent parfois au trafic venir au contact de la police nationale. Objectif atteint donc pour cette opération qui a déjà eu lieu ce jeudi à Vénissieux. Ce samedi ce sera à la Duchère et puis à Rieux lundi et mardi prochain. Quelques mois après les révélations concernant les abus sexuels commis par le père Ribes, les victimes présumées se sont retrouvées ce matin pour une conférence de presse. Elles demandent à l'Église de tenir ses engagements. Amélie Duchamp. La salle était comble pour cette conférence de presse. Plusieurs mois se sont écoulés depuis que l'affaire Ribes a éclaté, mais le collectif de victimes regrette aujourd'hui d'être mis de côté et laissé sans réponse. C'est pesant pour nous en tant que victimes, ce silence. Et on en est quand même, après l'affaire Prénage, on pensait que ça aurait quand même été un déclic pour qu'il n'y ait plus cette omerta, et ça n'est plus le cas finalement. Le père Ribes étant mort en 1994, l'action judiciaire s'est éteinte avec lui, mais les victimes espéraient quand même être tenues au courant de l'avenir des œuvres de celui qu'on appelait le Picasso des églises. Elles espéraient aussi être indemnisées par l'institution, mais rien ne semble bouger de ce côté-là non plus. Si on ne se fie qu'à ce qu'ils disent, qu'à ce qui est communiqué dans la presse, parce qu'ils utilisent énormément la presse, tout est parfait, nous allons enfin avoir réparation. Mais quand et est-ce que ça va se passer? Et de quelle façon? On ne voit rien arriver actuellement. Le collectif réclame par exemple que les soins des victimes soient pris en charge à 100% par l'Église et que les œuvres du père Ribes soient désinscrites des monuments historiques. Pour le moment, aucun vitrail de l'abbé n'a été retiré des églises de la région. C'est l'argent public qui est utilisé pour entretenir les œuvres d'un prêtre pédophile, pédocriminel. Et c'est intolérable que les victimes, à travers leurs impôts, doivent encore donner de l'argent. Pour le moment, 49 plaintes auraient été déposées sur les 3 diocèses de Saint-Étienne, Grenoble et Lyon. Un ancien hospice.
Depuis le début de la guerre en Ukraine, la commune de Saint-Pierre-de-Chandieu accueille plusieurs réfugiés. Et pour aider les 17 familles qui se sont portées volontaires pour les accueillir, le maire a décidé de leur offrir un bon d'achat d'une valeur de 200 € pour aller faire leurs courses. Une aide appréciée par les habitants. Victoria Solano et Marine Mulsé. Depuis 2 mois, Marie-France et Daniel ne sont plus 2 à table, mais 5. Les bons d'achat offerts par la mairie sont donc les bienvenus pour soulager le couple. Un bon d'achat de 200 €, c'est 200 € que vous ne dépensez pas vous-même. Pour tout le quotidien. Pour le quotidien et tout, parce que ça va vite, quoi. D'hygiène, et puis bon, quand vous avez des jeunes adolescents, il faut quand même avoir un petit peu de coca, un peu quelques friandises, Bon, on ne peut pas dire non, on va se faire que pâtes, riz, pommes de terre, ça serait... Enfin, pour nous, c'est pas concevable, quoi. Christina et ses 2 adolescents sont arrivés de Lviv. Leur père est resté travailler en Ukraine pour subvenir aux besoins de sa famille. Ici, on va à l'école. On parle avec notre famille, parfois, quand on le peut. Si on a besoin de se déplacer, notre famille d'accueil nous prête une voiture. Et après, on peut faire du shopping. Des bons d'achat financés par des administrés et des partenaires de la ville. 200 € par famille d'accueil pour un plein de courses dans un supermarché local. Un coup de pouce du maire, bien reçu par les 17 familles. Le rôle des élus aussi, il est là. C'est aussi d'anticiper et de réfléchir à comment aider, pour le coup, nos administrés. Puisqu'on a mis en place plusieurs aides en direction des Ukrainiens. Et là, maintenant, on est bien focalisé sur les familles qui accueillent des Ukrainiens. Mais le maire ne compte pas s'arrêter là et souhaite contacter les fournisseurs d'énergie pour proposer 3 mois de gratuité pour l'eau ou l'électricité. 7 ans après, l'Olympique lyonnais retrouve la finale de la Coupe Gambardella demain au Stade de France face à Caen. Les U19 vont tenter de remporter cette coupe pour la 4e fois dans l'histoire du club. Ilia Grandjean et Édouard G. C'est un trophée qui échappe à l'OL depuis 25 ans. Il faut remonter à 1997 pour voir l'Olympique lyonnais triompher dans cette Coupe de France des U19. On a envie de marquer le coup, donc on en parle pour atteindre cet objectif et marquer le coup pour l'OL. Un club pourtant connu pour son centre de formation, son excellence et sa préparation au haut niveau. C'est un objectif, mais à l'OL, tu as l'objectif de toujours gagner. C'est dans l'ADN du club. Si tu veux réussir en équipe première et que tu veux, par exemple, disputer les Champions League, moi je pense aussi dans le parcours formation, c'est indispensable. Un parcours pour aller en finale où les Lyonnais ont d'abord battu le voisin Saint-Etienne, tenant du titre, Strasbourg en quart de finale et Troyes dans le dernier carré, avec un mot d'ordre dans l'équipe. Notre solidarité, notre combativité. Les joueurs, on est comme ça, le coach, il est comme ça, il nous pousse beaucoup. Et c'est lui qui nous donne aussi cet état d'esprit. Ils ont des qualités, mais ils ont le goût de l'effort. Et quelquefois, on va dire entre guillemets, les joueurs qui sont doués, le don, c'est un peu leur ennemi. C'est-à-dire qu'ils pensent que ça va suffire. Sans intensité physique, sans impact physique, tu ne peux pas exister au haut niveau. La dernière marche, c'est face à Caen pour décrocher une 4e Gambardella. Le tout évidemment au Stade de France. La dernière finale remonte à 2015, perdue face à Sochaux, entraîné à l'époque par Eric Elie, le coach lyonnais maintenant. En rugby, le Loup joue sa place pour le dernier carré du challenge européen. Les hommes de Pierre Mignoni reçoivent Glasgow demain soir à Gerland. Et ils ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Écoutez Jean-Marc Doussin au micro d'Édouard G. C'est la première fois que le club est qualifié en quart de finale. On a cette opportunité de recevoir et voilà, de se donner la chance de recevoir une demi-finale. C'est quand même beau pour ce groupe. On a besoin de gagner des choses ensemble pour se construire et construire autour du club.